Salut tout le monde, c'est Béatrice. Salut tout le monde, c'est Maxime. On vous retrouve aujourd'hui tous les deux pour une vidéo qu'on voulait vous faire depuis un petit moment. En fait, on voulait vous faire un récap d'une année entière de parentage proximal auprès de notre fille Dana. Donc elle a maintenant 20 mois, donc on est un petit peu en retard, mais c'est pas grave, elle a pas encore 2 ans, donc on est encore à peu près bon. Mais donc ça fait 20 mois que l'on pratique ce qu'on appelle le maternage proximal. Alors moi je préfère parler de parentage proximal parce que du coup ça peut concerner la maman, mais ça peut aussi concerner le papa pour beaucoup de points et vous allez le voir. C'est pour ça qu'on répondra, qu'on fera cette vidéo tous les deux. Et du coup on s'est dit que ce serait intéressant que vous ayez l'avis de la maman et l'avis du papa. Donc on va parler de plein de points différents. On va parler de l'allaitement, de la motricité libre, des couches lavables, de la DME, on va parler de l'accouchement à la maison, enfin on va parler de tout plein de choses. J'avais préparé cette vidéo mais on a mis tellement de temps à la tourner que là j'ai pas du tout mon brouillon sur moi, donc ce sera improvisé. Moi je te propose qu'on démarre par le commencement. Ouais, l'accouchement à la maison. Voilà, l'accouchement à la maison. Alors pourquoi l'accouchement à la maison? Tout simplement parce qu'on avait envie d'être dans notre petit cocon. On n'avait pas envie que l'accouchement soit médicalisé, même si en soi il ne l'aurait pas vraiment été, puisque la grossesse se passait bien, l'accouchement s'est très bien passé, donc il n'y avait pas forcément de raison que ce soit médicalisé, mais du coup on n'avait pas forcément envie d'être dans un milieu médical si au final tout se passait bien. Et on avait envie d'être dans nos repères, d'être vraiment dans notre bulle avec notre bébé sans inconnu autour. On n'avait pas envie aussi que je reste à la maternité, on avait envie que je puisse être tout de suite à la maison auprès de bébé. Et puis on avait envie de faire ce qu'on appelle le placenta lotus. Donc si vous ne connaissez pas, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets en barre d'infos, mais simplement on ne voulait pas lui couper le cordon trop tôt parce qu'on voulait que le cordon puisse continuer d'apporter tous les nutriments à bébé, l'oxygène, le sang, etc., les cellules souches, et ça c'est quelque chose qu'on peut pas trop vivre dans une maternité, enfin c'est plus compliqué, et surtout on peut pas garder le placenta. Donc là au moins on a pu le garder, on a pu l'enterrer dans le jardin de mes parents parce qu'on n'avait pas encore notre maison. Mais voilà, donc moi j'ai adoré cette expérience. On vous a déjà fait une vidéo pour en parler. Elle est très longue cette vidéo d'ailleurs, donc pareil, je vous la mets en barre d'infos si vous voulez en savoir plus sur cet accouchement. Et du coup je te propose qu'on passe directement à un point suivant, parce que sinon cette vidéo va être très longue et c'est dommage parce qu'on a déjà beaucoup parlé de l'accouchement dans une vidéo dédiée. Donc du coup le prochain point ça pourrait être peut-être l'allaitement, puisque ça a commencé aussi dès le début. Le cododo aussi en même temps. Et le cododo, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner le cododo. Donc l'allaitement, alors pour le coup, moi je ferai une vidéo aussi dédiée sur l'allaitement parce qu'on me l'a demandé pour parler vraiment de l'allaitement en général. Mais là je peux déjà vous dire que moi je l'avais déjà vécu avec ma fille aînée. Donc c'est une expérience que je connaissais, qui me faisait pas du tout peur, qui me semblait totalement évidente et naturelle. Et ma foi, j'ai adoré allaiter Dana. Enfin, j'adore parce qu'elle tète toujours. Même si je n'ai plus de lait parce que là je suis enceinte, je pense que je n'ai plus de lait quand je presse, il n'y a rien qui sort. Mais ça ne m'empêche pas de téter et ça ne me dérange pas du tout. Et je pense poursuivre jusqu'au sevrage naturel comme pour Lilia. Et toi, en tant que papa, du coup, comment tu as vécu le fait que j'allaite notre puce dès la naissance et jusqu'à maintenant, quoi? D'un côté, c'était un peu un soulagement dans le sens où ça fait des dépenses en moins, ça fait de la logistique en moins, pas besoin d'acheter de biberons, pas besoin de stériliser des trucs, pas besoin de se charger sur des produits qui sont en fait... moi c'est mon propre avis, mais pour moi c'est un business, comme pour le mariage, tout ce qui tourne autour du bébé, de toute façon de base c'est un business flamboyant, donc c'est avec beaucoup de marketing, beaucoup de packaging, et comme on est minimaliste et puis qu'on essaye d'avoir le moins de déchets possible, c'est vrai que moi j'y ai vu quelque chose je l'ai vu comme quelque chose de super pratique et puis de très très intéressant, que ce soit nutritivement parlant ou même dans nos valeurs, quoi. Ouais. Mais après c'est vrai que ça a apporté un peu aussi son lot de frustration, dans le sens où le père a pas c'est difficile de trouver sa place à côté d'un nouveau-né qui de base a pas vraiment c'est très difficile d'aller chercher
une relation avec un nouveau-né qui ne sait pas faire grand-chose. Et du coup, si en plus on n'a pas vraiment le fait de l'alimenter, en tant que père, on peut vite se retrouver un peu, se sentir un peu mis de côté, quoi. Surtout qu'il passe son temps accroché au néné, en fait. Oui, j'imagine que c'est plus dur au tout début parce qu'il y passe plus de temps. Ouais. Et après, plus il grandit, plus les semaines passent et plus t'as d'interaction avec c'est quand même. Ça, mais donc un peu de frustration quand même en tant que papa. C'est ça, faut se changer les idées en se disant que le temps viendra où on va trouver. Où elle mangera des brocolis donnés par papa. Donc là, c'est vrai que du coup, ça nous amène à la DME qui était vraiment. La DME, pour le coup, c'est très très sympa parce que moi je trouve que c'est super agréable de voir son enfant découvrir par lui-même les aliments qu'on lui propose. À la fois, t'as quand même ce plaisir de lui donner, parce que même si tu lui donnes pas cuillère après cuillère, c'est toi qui lui proposes son assiette. C'est toi qui l'as cuisiné, exactement. Parce que c'est vrai que le lait, tu le produis toi. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est pas quelque chose que j'achète, c'est pas quelque chose que je fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'avec la DME, tu peux t'impliquer tout autant que moi à partir de ce moment. C'est clair, ça, c'est bien vu. Ça, c'est super intéressant pour le côté papa, de vraiment pouvoir réfléchir à quel type d'aliment, quel risque aussi concernant l'aliment, comment le travailler pour que ce soit intéressant. Ça, c'est clair que la DME, c'était un vrai plaisir, puis la voir aussi. C'est trop sympa de les voir attraper les morceaux de brocoli, les trucs comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas peur de la fausse route, j'ai pas peur que mon enfant s'étouffe parce que je me renseigne tout simplement avant de commencer ce genre de choses. Et en fait, on sait que l'enfant, il a un réflexe d'éjection vraiment très fort sur la langue. Au début, très près des lèvres, puis petit à petit, ça recule. Donc en fait, on sait que si à un moment donné, ça va un peu trop loin sur sa langue, il va de toute façon le recracher. Ça peut être impressionnant les premières fois, mais pas tant que ça. Et encore une fois, si on est bien informé, bien préparé, ça choque toujours moins. Bien sûr, on reste à côté pour vérifier. Voilà, ça n'empêche pas d'être vigilant, mais faut pas s'affoler outre mesure. Enfin, en tout cas, nous, on n'a jamais eu de problème ni avec Lilia, parce que je le faisais déjà avec Lilia, ni avec Dana. Et on a évité vachement de trucs. Je me permets, mais on a évité vachement de trucs au niveau de la DME, que ce soit les raisins, les trucs ronds. Oui, bien sûr, voilà. On a évité aussi de lui donner en voiture. Ça, c'était rédhibitoire avant un certain âge. Mais même après, moi je sais que Lilia, j'essaie de lui donner plutôt des smoothies ou des compotes en voiture, ou alors c'est quand je suis derrière à côté des filles que je vais leur donner des noix de cajou ou quoi, mais parce que je sais que je suis vraiment juste à côté. Si vraiment elles s'étouffent, je peux les détacher en deux. Mais encore, ça me fait un peu peur. Faut être très vigilant. Là pour le coup, DME ou pas DME, soyez très vigilant avec la nourriture en voiture. Moi c'est un truc qui me fait flipper. Mais donc oui, t'as raison, avec la DME, du coup on prend quand même des précautions, même s'il y a ce fameux réflexe. Donc on va pas proposer des choses trop grosses. En fait, étrangement, il vaut mieux proposer un truc très gros, genre de la taille du poing, que l'enfant va mâchouiller, mais du coup couper en petits bouts, plutôt que proposer un truc du style un grain de raisin, voilà, un truc petit, mais voilà, quelque chose qui serait petit, mais qui va pouvoir aspirer et qui malheureusement sera déjà trop gros pour sa toute petite trachée de bébé. Enfin bref, donc je vous invite à vous renseigner sur la DME. J'avais fait une vidéo sur le sujet, après je sais pas si elle est hyper complète, elle date un peu, mais je vous la mettrai en barre d'infos si je la retrouve. Mais oui, bien sûr qu'il y a des précautions à prendre. Je vous invite à bien vous renseigner avant de vous lancer si vous avez envie d'essayer. Mais en tout cas, c'est une très belle expérience. Et oui, je trouve que pour les papas, c'est super. Après, ceci dit, même les purées, j'imagine que pour les papas, ça peut être très sympa aussi de donner à la cuillère. Parce que si l'enfant est allaité au sein, y a pas, tu donnes pas de biberon du coup. Donc peut-être que le fait de donner la cuillère, ça peut être très sympa aussi pour le papa, j'imagine. On va parler maintenant du cododo. Donc on a commencé dès la naissance. Ça va un peu de pair avec l'allaitement en fait. En tant que maman, en tout cas, je trouve que le cododo, ça va un petit peu de pair avec l'allaitement, parce que je ne me verrais absolument pas me relever en pleine nuit pour aller allaiter mon enfant dans sa chambre, mon bébé dans sa chambre, et ensuite aller me recoucher. Ce serait hyper fatigant, en fait, je trouve que ce serait se fatiguer pour rien, clairement. En fait, le cododo et l'allaitement, ça fait partie des besoins naturels de l'enfant. Je veux dire, notre espèce, elle a été prévue comme ça. Et autant pour l'allaitement, je pense que tout le monde sera à peu près d'accord, même les personnes qui font le choix de ne pas allaiter. Autant pour le cododo, on a moins souvent conscience de ça, mais en fait, je vous invite à lire des livres d'anthropologie pour vous rendre compte que, en
fait la norme biologique veut que nous dormions avec nos petits. Les grands primates le font, voilà, avec notre progéniture. Donc pour nous, ça nous semblait normal aussi de rester auprès de notre bébé en fait et de pas le laisser, même si voilà, vous allez me dire la chambre elle peut être pas loin. Certes, mais n'empêche qu'il n'est pas auprès de nous, il n'entend pas notre respiration, il sent pas notre odeur, et pour nous c'était juste pas concevable en fait. Et pour bébé 3 ce sera pareil. Enfin moi je fais pas du tout partie des gens qui prévoient la chambre du bébé avec le lit machin. Je l'ai fait pour Lilia et en fait j'ai très vite regretté parce que ça faisait absolument plus sens pour moi. Et donc là c'est mon ressenti de maman qui allaite, mais pas que. Je pense que même si j'avais pas allaité, j'aurais dormi avec mes enfants parce que ça me paraît juste normal, et en plus ça me rassure parce que je peux l'entendre respirer, je peux voir comment il va. Et puis après quand il pense aussi, la période où de dépendance de l'enfant elle est quand même assez courte. Donc, oui, si sur une vie. Sur une vie. Donc en fait si tu fais si tu t'enlèves le plaisir de l'avoir près de toi, c'est pas plus tard que tu l'auras près de toi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Profitez-en, ils grandissent tellement vite. Allez pas croire que vous les gâtez ou que parce que vous dormez avec, ils vont vous réclamer tout le temps, qu'ils vont jamais vouloir dormir tout seul. Non, non, je vous rassure. Et un jour, ils auront plus envie d'être dans votre chambre, ils auront absolument plus envie d'entendre vos ronflements ou de voir votre tronche. Ils auront envie d'être tranquilles, je vous rassure tout de suite. Ils voudront pas vous embrasser devant l'école ou devant les copains ou quoi. Donc ce temps viendra bien assez vite, je vous rassure. Et oui, bien sûr que parfois c'est fatigant de dormir avec son enfant et de l'allaiter la nuit parce que voilà, on a aussi envie de dormir, mais c'est le jeu. Je veux dire, l'enfant il est là et il a ses besoins, on peut pas les nier. Une dernière chose à propos de l'allaitement, le bébé a besoin de tétée pour se nourrir bien sûr, mais il a également besoin de tétée pour se réconforter, je sais pas, pour s'éveiller en fait, enfin pour tout, il a besoin de tétée et pas seulement pour le lait. Et du coup ça ne me dérange absolument pas que mon bébé tète à la demande, même lorsqu'il n'a pas vraiment faim. Et c'est aussi pour ça qu'on ne donne pas de tétine. On n'a jamais donné une tétine à Dana, et on n'a pas l'intention de le faire. Et d'ailleurs, on n'a jamais donné de doudou non plus à Dana. C'est-à-dire que Dana aujourd'hui, quand elle va faire les courses ou quand on sort ensemble et qu'elle a envie d'avoir un objet à elle, qu'elle aime tenir dans la main ou quoi, ça peut être n'importe quel objet qu'elle a sur le moment. Ça peut être un livre, ça peut être une poupée, ça peut être, je sais pas, un emporte-pièce en forme de souris. Oui, en fait, elle n'a pas jeté son dévolu sur une figure d'attachement animal fictive. Parce que sa figure d'attachement, en fait, c'est nous. C'est papa maman, donc quand elle est pas bien, quand elle veut se rassurer, c'est papa ou maman. Par exemple, quand on est allé à la ludothèque pour la première fois, elle avait super envie d'aller jouer, tu sentais qu'elle était toute fébrile comme ça, mais d'un côté c'était la première fois, donc elle savait pas trop à papa, à maman, l'air de dire vous restez bien avec moi, hein. Donc en fait c'est là qu'on voit qu'on est vraiment ces figures d'attachement, et elle a pas reporté cet attachement sur un objet précis, mais aussi grandement parce que nous on lui a pas imposé ça comme une normalité. Pour beaucoup, le doudou c'est quelque chose de totalement normal. Alors je dis pas, dans certains contextes ça peut être bien. Je veux dire, si demain elle va à l'école, peut-être même probablement qu'on lui laissera une petite poupée ou une petite peluche. Elle nous a beaucoup eu tous les deux aussi présents. Voilà. Quoi. Donc c'est différent, je veux dire, le doudou en tant qu'objet transitionnel dans certains contextes, je trouve qu'il a sa place, il n'y a pas de souci. Mais dans notre contexte à nous, dans notre vie de famille, il n'y a tellement pas besoin parce qu'on est là quasiment tout le temps. On l'a jamais fait garder à la crèche, ça aussi on peut en parler, à la crèche, à la nounou, on l'a jamais fait garder. Les seules fois où elle a été gardée, c'est aller peut-être 1 heure par papy et mamie, quoi, et pas plus. Du haut de ses 20 mois pour l'instant, c'est tout. Donc pour nous, il n'y a pas besoin qu'elle reporte son attachement sur un doudou pour... parce que c'est ça, hein, je suis désolée, hein, le doudou, aussi mignon soit-il, mine de rien, il a pour objectif de compenser. Voilà, j'allais dire pas de remplacer le parent, mais un peu de le compenser lorsqu'il est absent. Or, nous, ce qu'on veut, c'est justement ne pas être absent pour qu'elle n'ait pas besoin de ça. Ou alors qu'elle en ait besoin, mais uniquement le jour où elle est déjà un peu plus prête à le faire. On verra si on peut faire l'instruction en famille pour qu'elle puisse avoir le choix d'aller à l'école ou non. Si malheureusement ce n'est pas accepté et qu'elle est obligée d'y aller, ben là oui, on fera sûrement comme beaucoup de parents et on lui proposera sûrement cet objet un peu rassurant, mais c'est vraiment pas notre souhait, quoi. Enfin voilà, et donc je disais pas de tétine parce que mais en
fait, la tétine, c'est pareil. Elle a pour but de remplacer le sein lorsque lorsque la maman ne peut pas donner le sein, ou de remplacer les câlins de papa, maman, lorsque l'enfant, il aurait en fait juste besoin de téter pour se rassurer. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Ça me dérange pas du tout de l'allaiter à la demande 20 fois par jour, ou de faire des tétées un peu plus longues parce que là, elle s'est fait mal, elle a besoin de se rassurer. Ça ne me dérange pas. J'estime que c'est mon rôle de maman, en fait, d'être présente, de répondre à ses besoins, même lorsque ça fait un peu beaucoup dans la journée, même lorsque j'aurais envie de faire autre chose. Et encore, c'est pas des sentiments que je ressens très souvent non plus, parce que voilà, pour moi c'était un vrai choix d'être maman. J'avais super envie de ce rôle-là, et ouais, je sais pas, je le vis et je l'accepte pleinement, et à aucun moment je voudrais passer le relais entre guillemets à une tétine pour être un peu plus tranquille, même si je comprends un peu cette tentation, il n'y a pas de souci. Je sais que ça peut être fatigant aussi parfois d'allaiter, mais non, je sais pas, aujourd'hui je suis plutôt bien avec ça. Et vous voyez, par exemple là en ce moment elle est peut-être même à vide parce que je suis quasiment sûre que j'ai plus de lait, ça me dérange pas parce que je sais qu'elle en a besoin, tout simplement. Donc voilà. De quoi on pourrait parler? De la motricité libre? Portage aussi. Ouais, le portage carrément. Pas de poussette, pas de landau. On n'en a jamais eu pour Dana. Moi j'avais testé vite fait pour Lilia, mais c'était pas très concluant. Mais ouais, donc pour Dana on n'en a pas voulu. Non. Parce qu'on préfère la porter en fait en écharpe ou en porte-bébé ou en maxi-taille. Enfin, il y a plein de moyens de portage qui existent pour s'adapter un peu à tous les goûts, à toutes les morphologies, à tous les âges, à toutes les saisons. C'est une passion pour moi le portage. Et si je pouvais avoir une collection d'écharpes, je le ferais. Là pour le coup, je ne serais pas très minimaliste là-dessus, mais parce que j'adore ça. Et donc oui, pour nous, porter l'enfant, c'est encore une fois répondre à son besoin de sécurité, quoi, en fait, de proximité. L'enfant, il a besoin de ce contact physique avec son parent parce que en fait, il est très vulnérable, il a aucun moyen de défense, donc c'est rassurant pour lui d'être dans les bras de quelqu'un, d'être porté, d'être contenu, d'écouter le cœur qui bat, de sentir l'odeur de son papa ou de sa maman. C'est vraiment extrêmement important. Et en fait, il n'aura pas ça dans une poussette. Même si on choisit une poussette avec laquelle il peut encore nous voir, ce qui est déjà un bon début, on va dire, mais ouais, pour nous c'était vraiment important de pouvoir la porter. Physiologiquement parlant aussi. Physiologiquement, ouais. Faut pas oublier qu'il est porté, mais il n'est pas totalement tenu. Enfin, vous pouvez pas tenir l'intégralité du corps. Donc en fait, le bébé il va solliciter ses muscles en étant porté, alors que dans la poussette il est couché totalement détendu. Et s'il veut, il n'a rien à contracter en fait. Alors que là, il faut quand même qu'il arrive à se maintenir. Alors soit c'est les jambes, soit c'est la nuque, et on sait que les muscles de la nuque et les muscles dorsaux et abdominaux sont très très importants pour tout ce qui va être après du 4 pattes ou de se mettre debout. C'est vrai que ça, on n'en parle pas beaucoup. C'est super important. C'est vrai, tu as bien raison de le souligner, merci, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ça. Quand on parle du portage, on parle souvent du fait que voilà, le bébé il a besoin de contact, etc. Ça, on commence à le savoir, mais c'est vrai qu'on ne parle jamais de ça. En fait, dans une poussette, il y a deux problèmes. Déjà, souvent, il est attaché et il ne peut pas avoir accès à ses mains. Or, ça fait partie de la motricité libre et des besoins essentiels dans le développement de l'enfant pour qu'ensuite il puisse acquérir la parole, la marche et tout. Il a besoin d'avoir accès à ses mains pour les mâchouiller, etc. Parce que l'enfant, pour lui, tout passe par la bouche en premier lieu et il a vraiment besoin de ça pour découvrir. Et en fait, lorsqu'il est dans l'écharpe de portage, pour le coup, ses mains doivent être à côté de lui. C'est aussi pour ça que c'est important de bien faire ses nouages quand même. Et donc, ses mains seront près de lui. Il va avoir accès à ses mains. Alors que dans la poussette, pas forcément. Donc déjà, premier problème. Et deuxième problème que tu as très bien souligné, dans la poussette, il est, entre guillemets, il est amorphe. Parce il est au repos. Ouais, il est au repos. Donc pourquoi pas pour les siestes, si votre enfant il accepte bien la poussette, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, c'est vrai que ce que l'écharpe de portage a de très intéressant, en plus de cette réponse aux besoins de proximité, c'est que du coup il va solliciter des muscles qu'il ne solliciterait absolument pas s'il était posé, allongé. Mais de manière douce. Mais de manière douce quand même, oui, on n'est pas en train de lui faire un entraînement militaire. Allez, parcours du combattant, c'est parti. C'est ça qui est intéressant. Voilà, il va solliciter, et même quand vous le portez à bras, d'ailleurs peut-être même encore plus quand vous le portez à bras. Je pensais au bras. Ah ok, pardon. Je pensais beaucoup au bras, mais c'est clair, pour moi c'est ce qu'il sollicite le plus. Oui,
l'écharpe de portage est déjà bien et elle est surtout très pratique pour le parent parce qu'on peut avoir des mains libres et tout. Donc on peut continuer de répondre aux besoins de contact de son bébé tout en continuant ce qu'on faisait. Mais c'est vrai que le fait de porter à bras, donc sans moyen de portage, juste avec ses bras, ça va encore plus venir solliciter certains muscles du bébé et ça c'est hyper intéressant pour son développement musculaire et pour ensuite l'acquisition, voilà, comme tu l'as dit, du 4 pattes, de la marche. Sans parler du fait que vous bougez. Donc vous l'avez au bras ou sur l'écharpe, vous bougez, alors vous allez développer aussi son oreille interne. Oui. C'est-à-dire que le bébé dans la poussette, souvent, il va pas faire de rotation, il va pas. La poussette, c'est clairement l'objet que vous laissez. C'est plus monotone. Dans un seul sens. Et puis voilà. Alors que quand vous le portez avec vous, il va faire les mêmes gestes. Il y a des balancements. Il y a des balancements. Il va se retourner. Il va voir le monde en 3 dimensions. Il va appréhender la hauteur, la distance. Et ça aussi, c'est prouvé que ça aide à l'acquisition de la marche par la suite. Je sais que ça peut paraître bizarre parce qu'on peut se dire qu'il est attaché aussi dans l'écharpe de portage et que du coup il peut pas bouger, mais non, je vous assure, c'est beaucoup plus intéressant. Je sais même plus dans quel livre j'avais lu ça. Si je le retrouve, je vous l'écris quelque part, mais c'était hyper intéressant, j'avais adoré. C'est pas dehors les enfants. Je me demande, justement. C'est soit dehors les enfants, soit comment les Esquimaux gardent les bébés au chaud. Je sais plus, mais c'était super intéressant. Bon, en tout cas, voilà, le portage, nous, on est à fond. C'est vrai que ça peut être fatigant, mais ça vaut vraiment le coup. Ouais, je trouve. Voilà. Et puis, c'est fatigant, mais après, ça dépend aussi du poids du bébé. Nous, Dana, moi, pour avoir eu un petit poids plume avec Lilia et un poids un peu plus moyen avec Danette, j'ai trouvé qu'elle était plus lourde et que c'était un peu plus fatigant pour mon dos, mais je regrette pas. Et de toute façon, en fait, ce qui est bien avec les moyens de portage physiologiques, c'est que ils vont permettre de bien répartir le poids du bébé. Et si vous portez régulièrement votre enfant un petit peu tous les jours, ou en tout cas très souvent, petit à petit vous allez aussi vous muscler en même temps que votre bébé va prendre du poids. Donc finalement les choses vont s'équilibrer quand même un peu. Voilà donc pour le portage. Après, pour ce qui est de la motricité libre, c'est tout simplement le fait de respecter le besoin de mouvement de son bébé. Donc voilà, d'éviter de le poser dans un harnais, dans un parc. Ouais, dans un transat, dans un parc, dans une poussette ou quelque chose dans lequel il va être harnaché, quoi, donc attaché et sans pouvoir trop se mouvoir. Okay. Au contraire, nous on va plutôt lui proposer un tapis au sol ou même si c'est du parquet, on peut le poser à même le parquet. Dehors, on a posé à même dans l'herbe et tout. Enfin, bien sûr quand les températures le permettent, on s'adapte aussi un peu à la météo, ou alors on adapte les vêtements, mais en tout cas voilà, on lui proposait énormément de temps simplement posé au sol pour qu'elle puisse se mouvoir, se retourner, observer plein de choses, être attirée par l'objet un petit peu plus loin et commencer à ramper, etc. Et en fait ça c'est juste excellent pour le développement de bébé, quoi. Et depuis tout à l'heure, on vous parle beaucoup de l'acquisition de la marche. Bien sûr, le but c'est pas de faire de son enfant un enfant prodige et de se dire ah ouais, moi je vais faire tout ça parce que comme ça il va marcher plus tôt que les autres, il va être merveilleux. C'est pas ça l'idée qu'il y a derrière. Non, nous ce qu'on voit c'est vraiment l'instant présent. Et en fait, on n'est pas dans l'après, on n'est pas en train de se dire ah on veut faire ça pour qu'elle marche plus vite. Non, juste parce que là à l'instant T, c'est son besoin du moment, c'est ce qui est bon pour elle à ce moment précis. C'est avant tout ça qu'on voit. C'est pas ce qui nous a motivés, c'est clair. Ouais, voilà, non, il faut pas croire qu'on veut absolument faire des enfants merveilleux, géniaux. Ils sont tous merveilleux, géniaux. C'était surtout d'essayer de répondre à des besoins naturels. Voilà, c'est ça. Puis même, je trouve ça, en fait, pour l'avoir vraiment vécu pleinement, un peu plus avec Dana qu'avec Lilia encore, je trouve que c'est juste trop agréable de voir son bébé découvrir l'extérieur. Nous on l'a beaucoup emmené toucher les fleurs, toucher les arbres, toucher les éléments en fait de la nature et goûter les feuilles, mais c'est trop beau à voir. C'est trop beau à voir et puis surtout c'est essentiel pour eux. Donc là pour le coup je vous invite vraiment à lire le livre Dehors les enfants qui est juste une pépite pour parler de tout ça, de toutes les découvertes sensorielles. Maintenant on va vous parler de l'Achénie et des couches lavables. Donc l'Achénie c'est l'hygiène naturelle infantile. D'ailleurs il y a un très bon livre à ce sujet aux éditions Le Duc, donc je vous le recommande, c'est celui qu'on a lu, que j'ai lu surtout et qui m'a beaucoup appris parce que je ne connaissais pas, je mettais le pied là-dedans pour la première fois avec Dana. Et on va aussi parler des couches lavables parce que nous c'est ce qu'on a utilisé en parallèle. Donc l'hygiène naturelle infantile c'est le fait d'essayer de reconnaître un petit peu les signaux
qui indique que là bébé a besoin de faire pipi ou caca et d'aller lui proposer de faire ses besoins au-dessus d'un évier, au-dessus d'un pot, ou au-dessus des toilettes, ou au-dessus de l'herbe, enfin peu importe. C'est-à-dire pas dans sa couche. Voilà, plutôt que sur lui, plutôt que dans sa couche. C'est quelque chose qu'on a surtout fait pendant la première année. Alors on le fait beaucoup moins aujourd'hui. Hein. Elle est vachement plus lourde aussi à porter. Elle est plus lourde à porter, puis elle a plus envie. Hein. Franchement, il y a une grosse période où on la mettait au-dessus de l'évier, elle voulait pas quoi. Genre, limite ça l'embêtait. Donc dans ce cas-là, on force pas, tant pis. On suit vraiment son envie et son besoin à elle. Et si à un moment donné on sent que ça l'embête, on va pas l'embêter plus. Donc on arrête. Mais en tout cas, pendant toute la première année, on a beaucoup participé à ce mode de vie-là, à ce projet-là, je sais pas comment dire. Et ma foi, ça se passait très bien. Je me souviens que quand elle était tout bébé, vraiment les premières semaines, les premiers mois, elle avait le cri du pipi, comme on l'appelait. En fait, quand elle avait besoin de faire pipi, elle poussait un certain cri et on le reconnaissait, ce cri-là, donc on savait que c'était pour faire pipi. On avait donc attrapé pas mal de pipi et de caca, mais c'était pas systématique, hein. Il y avait forcément des loupés. Ah oui, il y en a eu plein. Les couches lavables, on a beaucoup aimé les utiliser, mais par contre là, maintenant qu'elle a plus d'1 an, je vous avoue que pour la nuit, on n'aime plus, parce que du coup, elle fait des plus gros pipis. Ça peut fuir parfois, et surtout le matin, il y a une odeur terrible de pipi, vraiment très très forte, qui est juste hyper désagréable. Donc on se retrouve avec le drap un peu mouillé et tout, c'est pas la peine. Avec le déménagement, de toute façon, on avait repris les couches jetables parce qu'on n'avait plus de machine à laver, mais du coup on n'a pas encore repris les lavables et je pense qu'on ne les reprendra qu'en journée à cause de ce problème là. Mais sinon, pour la toute première année, franchement c'était super à utiliser, surtout en parallèle de la chenille. Vraiment on a beaucoup aimé ça. Bon, je pense que vous commencez à plus très bien nous entendre parce que là ça y est, on est sur autoroute, donc je suis désolée. De toute façon, on va s'arrêter maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que si vous avez d'autres questions sur tous les sujets qu'on a abordés ou sur d'autres sujets qui peuvent être un peu relatifs au parentage proximal, eh bien je vous invite grandement à nous les poser en commentaire, un peu sous forme de FAQ. Et, enfin nous en tout cas on y répondra un petit peu sous forme de FAQ. Voilà, en tout cas ce qui est sûr pour conclure, c'est que on a tellement aimé tout ce qu'on a fait avec Dana, on a tellement aimé notre parentage que du coup on pense faire la même chose pour le prochain. Je veux dire, il n'y a pas des moments où on s'est dit ah non ça plus jamais, ça c'était trop pénible et tout. Alors par contre bien sûr tout n'est pas tout beau tout rose chez nous non plus. Nous aussi on a eu nos moments de fatigue, nous aussi ça nous est arrivé d'avoir des moments même de craquage. C'est pas toujours évident d'être parent, mais quel que soit le mode de parentage entre guillemets que l'on adopte, ce sera toujours fatigant d'être parent, ce sera toujours un challenge. C'est normal, moi je trouve que c'est un job magnifique, mais qui a aussi son lot de difficultés, mais qui reste très très beau quand même. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, surtout si vous avez des questions. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on vous fait de très gros bisous. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.